J'ai le plaisir d'accueillir notre homologue Team France Export en pays nordiques, Joël Laïc et Vincent Joly, ainsi que Jean-Jacques Zander qui va intervenir pour vous présenter le marché scandinave. Sans tarder, je passe parole à mes collègues qui vont vous présenter le marché scandinave. Et par la suite, je vais présenter la mission de prospection aux pays nordiques qu'on propose au sein de Team France Export Normandie. Je te laisse la parole. Merci Alina. Bonjour à toutes et à tous. Juste peut-être pour se présenter, donc Vincent Joly, directeur pays Finlande, Estonie, et aussi coordinateur d'activité sur le périmètre industrie clean tech. Présent autour et qui interviendra aussi aujourd'hui, Joël Laïc, peut-être, et Monsieur Zander, on peut peut-être se présenter très rapidement et puis après je peux partir sur la partie macro. Joël, okay. Ouais, donc Joël Laïc, Team France Export zone nordique également, à Copenhague au Danemark. Et en miroir de Vincent, je coordonne l'activité sur les filières agro, sur l'ensemble de la zone. Et donc pour apporter également un éclairage, l'éclairage accompagnement à l'implantation, création, vie des entreprises françaises qui posent leurs valises sur la zone nordique. On a proposé à Maître Zander, qui a gentiment accepté d'intervenir aussi pour compléter notre propos sur les marchés avec un éclairage voilà, plus technique sur la création, sur l'approche, sur comment faire des affaires sur la zone. Voilà. Alina, si tu peux partager la présentation, et puis après, puis. Oui, tout à fait. Et je précise que Monsieur Zander, peut-être laisser quelques mots, peut-être je pourrais laisser la parole à Maître Zander, si vous voulez juste vous présenter. Oui. Excusez-moi. Business France Stockholm m'a demandé d'intervenir. Vous avez dit tout à l'heure présenter les marchés scandinaves. Peut-être que c'est très général, mais ce que je peux faire, c'est partager mon expérience, longue expérience, puisque ça fait 45 ans que je suis en Suède et 35 ans dans la profession juridique. Je suis moi-même avocat au barreau de Paris et avocat au Stockholm, et donc spécialisé dans le droit des affaires. Et une grande partie de nos activités d'aider les entreprises françaises à s'implanter sur le marché suédois, mais je travaille sur les pays scandinaves et les pays nordiques, sachant que les pays nordiques sont les pays scandinaves plus la Finlande. Donc voilà en gros ce que je peux faire tout à l'heure. Et bien entendu aussi, je crois, pas trop parler, mais surtout répondre à vos questions, parce que vous avez peut-être certainement tous déjà des questions en tête en vue de votre approche des pays nordiques. Hein. Merci. Merci. Peut-être pour... Oui, c'est parfait, Léa, on voit parfaitement. Peut-être on peut passer sur ça, justement, ça fera le lien avec l'échange sur la Team France Export dans la zone nordique, comment on est organisé. Donc, on a un bureau Business France et notre hub régional à Stockholm. On a aussi un bureau Business France à Helsinki pour la Finlande qui couvre en direct l'Estonie. Et on a aussi le bureau de Business France de Copenhague, représenté par Joël aujourd'hui, qui couvre aussi l'Islande. Et en Norvège, on a la Chambre de commerce franco-norvégienne qui a une délégation de services publics. Voilà. Donc voilà la Team France, une zone intégrée. Et on communique énormément entre nous. On peut passer au slide suivant, peut-être, voilà, sur l'équipe. Voilà, vous aurez cette présentation après. Donc voilà, mais si vous avez des contacts les codes couleurs sont là. Donc le violet, c'est tout ce qui est AVS. Le vert, c'est Agrotech. Le rouge, Tech et Services. Et bleu, Industrie Clean Tech. Comme ça, vous pouvez identifier vos interlocuteurs en fonction des filières concernées. Et maintenant, je vais faire une petite présentation rapidement sur le côté macro, et puis après, je donnerai la parole à Maître Zander, voilà, pour parler un peu plus le cadre des affaires aussi. Alors déjà, pour un cadrage général, les marchés nordiques, 28 millions d'habitants,
dans sa globalité, 12e économie mondiale. On dit souvent que c'est un potentiel inexploité. Alors, inexploité dans le sens où, alors comme le disait un ancien ambassadeur au Danemark, justement, c'est... et on trouve ça vrai que cette phrase résume assez bien l'approche et la vision des pays nordiques. C'est une zone qui est trop près pour être dans la zone d'effort, mais en même temps trop loin pour être dans la zone de confort. Et en fait, c'est une zone qui est souvent, à tort, hein, de notre point de vue, négligée par les entreprises. Parce qu'on est, on est proche de la France, donc 2-3 heures de vol de Paris, donc très facile aussi pour commuter en période post-Covid. Hein, c'est maintenant, même si on a eu beaucoup d'échanges en distanciel ces derniers temps. On a un PIB cumulé pour toute la zone nordique qui est supérieur à celui de l'Espagne et du Portugal et égal à près de la moitié de celui de l'Allemagne. Donc c'est une zone, le PIB est important. Avec un pouvoir d'achat, alors je crois qu'on a beaucoup d'entreprises dans le périmètre biens de consommation qui sont présentes aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. On a un pouvoir d'achat par habitant qui est supérieur de 30% à celui des Français. Bien sûr, il y a des variations en fonction des pays, mais dans sa globalité, un pouvoir d'achat qui est très important. Et une pratique courante de la langue anglaise. Donc le contact en langue anglaise ne pose pas de problème, tout le monde parle très bien anglais. Et dans le cadre de la crise sanitaire qu'on a connue, la zone nordique a fait preuve de sa résilience. On parle beaucoup de résilience, mais là, les économies nordiques ont été très résilientes et moins affectées par la crise sanitaire que beaucoup d'autres pays de l'Union européenne ou dans le monde. La Suède, par exemple, voilà, n'a jamais vraiment fermé. Le Danemark a vacciné très tôt et a rouvert très tôt. La Norvège et la Finlande à des niveaux différents ont aussi été moins infectés, beaucoup moins fermés, n'ont pas confiné. Voilà. On peut peut-être passer directement au slide suivant. Voilà, sur un environnement. Donc, c'est une synthèse. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais notez voilà, qu'on est dans un environnement pro-business, fort potentiel de développement. On est dans une des zones les plus innovantes du monde, avec un écosystème très riche en termes de start-up, avec de nombreuses cornes, de grandes entreprises de renommée mondiale, voilà, les Volvo, Ericsson, Saab, Nokia. On a Vestas aussi au Danemark qui sont connus, donc Equinor en Norvège. Donc on a vraiment des grands comptes mondiaux. Des entreprises très en avance sur le green business, alors autant sur le périmètre bien d'équipement que sur le périmètre bien de consommation. Un environnement des affaires transparent, sécurisé, fiable, avec en termes de délai de paiement. On est sur une zone où les délais de paiement sont courts. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Voilà, donc, et une fiscalité des entreprises aussi favorable et stable, mais ça, voilà, je pense que Maître Zander sera plus à même de donner son ressenti. Et on peut passer le slide suivant, Alina. Voilà, juste un petit rappel sur le contexte post-Covid, important avant de donner la parole à Maître Zander. Donc, comme je le disais précédemment, des entreprises, donc une économie résiliente et peu affectée. Donc, vous le voyez en bas, donc en 2020, on est sur des baisses, hein, le PIB a baissé hein, comme partout, mais assez faiblement dans les pays nordiques par rapport si on le compare à la zone euro. Donc, on est sur une moyenne à moins de 2, comparé au moins 6,4 de la zone euro. C'est les derniers chiffres révisés publiés par le service économique régional de Suède et les chiffres de la banque SEB. Et en 2021, on est sur une reprise assez forte aussi. Voilà, donc du plus 3, un peu plus faible en Norvège, mais parce que la baisse a été plus faible aussi. Donc voilà, donc une reprise forte en 2021 et qui se poursuit en 2022. Peut-être un léger tassement sur la Finlande, mais sinon une reprise assez forte aussi en 2022. On est sur des pays qui ont repris très rapidement, donc l'activité ne s'est jamais vraiment arrêtée, a repris très, très vite et très fort. Et là, on peut vous confirmer au jour le jour, Joël aussi, ça a repris très vite et très fort depuis de nombreux mois. Et là, on a retrouvé des niveaux d'avant-crise dans beaucoup de secteurs. Voilà, sans plus déborder sur le timing, je vous passe la parole, Maître Zander. Voilà, qui est le partenaire, en fait, le référent de la Team France Export pour tous les sujets liés au droit et à la fiscalité à Stockholm. Voilà, merci. Merci, vous m'entendez bien, j'espère? Parfaitement. Voilà. Très bien. Je suis les règles qu'on s'est instituées avec tous les conseillers du commerce extérieur. C'est quand on a des réunions Teams,
On met sa photo, on met la caméra, et quand on écoute, on peut l'enlever. Je trouve que c'est une bonne règle. Donc, rapidement, alors, il y a 2-3 jours, on m'a demandé d'intervenir, et ce que je fais avec plaisir, même si je suis en vacances à Palma de Mallorca, où il fait 23 degrés aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire sur les marchés nordiques, marchés scandinaves et marchés nordiques? Oui, effectivement, j'ai le plaisir de travailler pour un certain nombre d'entreprises françaises qui sont à la fois ça peut être des multinationales qui sont établies déjà dans les pays nordiques ou des PME, avec des grandes PME, des petites PME et parfois des entrepreneurs, donc avec des entreprises de toute taille sur les 4 ou 5 pays nordiques. Ce qu'il faut savoir, peut-être, c'est que il y a des différences dans ces pays-là. Il y a une certaine communauté, une certaine similitude, forcément, euh, des Nordiques et des Nordiques, mais il y a quand même un certain nombre de différences au niveau culturel, au niveau langage et au niveau comportement, même aussi dans les affaires. Très général, je pourrais dire que bon, les Finlandais ont une tradition aussi d'industriel, les Suédois ont une tradition d'industriel, les Danois sont peut-être plus d'une tradition agricole, et les Norvégiens, autrefois plus pêche et agriculture, et maintenant forcément plus texan avec le pétrole. Je pense que je vais parler un peu plus des caractéristiques juridiques, puisque c'est mon domaine et mon métier. Et pour la Suède particulièrement, mais aussi pour les autres pays, disons que mes conseils sont à peu près généraux. Je dis souvent qu'il est important, quel que soit votre domaine d'activité ou votre projet d'implantation, de commencer par faire une étude de faisabilité. Parce que par le passé, j'ai eu l'expérience de sociétés françaises qui se sont lancées en Suède très, très rapidement et qui ont découvert au fil du temps que les choses étaient peut-être plus compliquées qu'elles ne croyaient, avec des obligations légales, des obligations d'obtenir des agréments, etc. Donc, quelle que soit la taille de l'entreprise et la taille du projet, il est important de bien vérifier. Ça peut être fait avec l'aide de Business France aussi, de bien vérifier que le projet que vous avez dans un des pays est possible, ou du moins quelles sont les conditions et l'impact financier, le cas échéant. Ensuite, vous allez opter pour un mode d'implantation. Alors, ça peut être un mode d'implantation léger, dans le sens où vous allez chercher un partenaire dans un des pays, peut-être un agent, peut-être un distributeur, sans forcément avoir une présence juridique d'une entité juridique dans un des pays. Et vous allez donc négocier une fois que vous aurez trouvé votre partenaire. Et la première négociation est quand même importante. Et il faut bien entendu concrétiser par des contrats qui sont comme nos contrats français, et bien entendu avec l'harmonisation de la législation européenne. Par exemple, en matière de contrat d'agence, on retrouve à peu près les mêmes règles que chez nous, avec des différences, cependant des différences en jurisprudence. Donc il faut quand même vérifier et se faire assister. Il n'y a pas des différences énormes en matière d'agence, en matière de distribution et en matière de franchise ou autre implantation commerciale relativement légère. Alors, si par contre vous optez pour un mode un petit peu plus élaboré, vous pouvez par exemple aussi détacher du personnel de votre entreprise dans un des pays sans pour cela avoir créé une filiale. C'est tout à fait possible. On sait très bien que tout ça, c'est gouverné par toutes les règles européennes en matière de liberté de circulation des personnes. Bon, dans les pays nordiques, vous pouvez avoir des personnes détachées
à condition, bien entendu, de remplir toutes les conditions fiscales, etc. Vous pouvez aussi avoir recours à un VIE. Je fais un petit peu de publicité pour les VIE qu'on aime bien. On en a certainement plus d'une centaine, Vincent confirmera, mais plus d'une centaine dans les pays, en Suède et dans les pays nordiques, certainement plusieurs centaines. Donc, pour une société française, c'est une bonne façon de démarrer pour faire une bonne étude de marché et apprendre ce qui se passe sur le marché local. Vous pouvez aussi créer une petite succursale, relativement peu fréquent, mais certaines sociétés françaises ont choisi de créer une succursale. Et bien entendu, la plupart optent pour une implantation via une filiale, en créant une entité juridique qui le plus souvent est une société anonyme de type, pour la Suède par exemple, société anonyme AB, qui correspond en fin de compte à la SARL. Il y a moins de possibilités qu'en France, puisqu'on a 3 ou 4 types de SA en France, alors que là, en Suède par exemple, il n'y a qu'un seul type de AB. Que dire d'autre? Un domaine important qui est souvent la première confrontation, disons, au droit local, c'est le droit du travail, puisque vous allez peut-être aussi embaucher un salarié local ou plusieurs salariés locaux. Et donc, moi, je parle que pour la Suède, parce que je ne suis pas spécialiste de droit du travail dans les autres pays, mais là, il y a des différences. Il y a des différences avec la France, donc c'est important de se renseigner et d'opter pour des contrats qui sont des contrats de travail qui sont bien adaptés. Très généralement, et je ne pourrais pas malheureusement rentrer plus dans le détail, mais il faudra qu'avec Business France, vous ayez toute l'information pour chacun des pays sur les taux d'imposition qui en Suède sont de l'ordre de l'impôt sur les sociétés 21,5% et la TVA 25%. Et donc, je vous recommande bien entendu aussi de lire le futur guide des affaires qui va sortir, du moins pour la Suède. Il vient d'être remis à jour et j'ai contribué avec la partie juridique où là, vous pourrez trouver toutes les informations nécessaires pour démarrer correctement votre établissement, votre implantation en Suède. Alors, je ne sais pas, enfin, si maintenant ou plus tard, je peux répondre à certaines questions très pratiques d'intérêt général, c'est comme tu veux. Alors, merci. Alors, je sais pas, Joël ou Anna, on peut peut-être prendre quelques questions si des gens sur la partie juridique ont quelques questions maintenant, ou vous voulez qu'on voit ça après? C'est fou, voilà, pour éventuellement libérer Maître Zander s'il y a besoin pour voilà. Oui, si quelqu'un veut poser une question, n'hésitez pas. Pour ceux d'entre vous, peut-être qui commencent tout juste qui ont fait déjà quelques contacts ou qui prévoient de démarrer sur la zone? Non, apparemment, non. Pas de problème. Écoutez, je laisserai bien entendu les coordonnées, de façon à ce qu'il y ait Business France Stockholm, ou s'il y a des questions ultérieurement, il n'y a aucun problème au fil de la réunion. Je reste avec vous un instant. Votre réunion est prévue combien de temps, Vincent? Est terminé. On a encore 35 minutes. D'accord, non, je reste bien entendu. Donc, entre-temps, s'il y a des questions, n'hésitez pas, je suis là. Ok, merci beaucoup, Maître Zander, pour cet éclairage. On peut peut-être passer au slide suivant. Alors, très rapidement, je ne sais pas, Joël, on peut peut-être passer directement peut-être sur le sectoriel et revenir sur le profil de l'entreprise, comme tu veux, où je peux. D'accord. Je trouve ça quand même pas mal on cadrage. Quelques généralités sur le profil, les atouts. Oui. Ok, alors rapidement, et puis après je donnerai la parole à Joël sur la partie la sectorielle sur biens de consommation. Donc le profil, alors ce qu'on dit souvent, le profil de l'entreprise qui gagne dans les pays nordiques.
Ce que les pays nordiques recherchent, souvent, c'est une solution innovante ou produit de niche avec une vraie valeur ajoutée. Ce qui est intéressant à noter dans la zone nordique, en fait, c'est qu'ils ont les marchés ont une durée d'acceptation de l'innovation qui est beaucoup plus courte que dans d'autres marchés européens. Donc, une solution innovante, ça peut être un premier marché, ça peut être une solution niche, va être acceptée sur le marché beaucoup plus rapidement. Donc, ça, c'est intéressant et toute entreprise qui a ce type de solution a vraiment sa place sur les marchés nordiques. Important d'avoir une expérience à l'export. C'est souvent dans les échanges qu'on a avec nos partenaires, les entreprises locales avec qui on discute. Ils nous demandent souvent une référence à l'export, en général sur un pays anglo-saxon ou allemand, ou l'Allemagne. Voilà, donc c'est important d'avoir aussi une de ces références. La maîtrise de l'anglais est indispensable, bien sûr. Un site internet, parce que souvent, le premier réflexe, c'est ils vont regarder tout de suite le site internet de l'entreprise, vérifier si c'est en anglais. On a déjà eu le cas, voilà, ils ont été voir l'entreprise, ils n'ont pas trouvé le site en anglais et ils nous demandent, bah oui, mais voilà, ça peut les faire hésiter aussi pour initier la relation. Important de posséder une équipe ou au moins une personne dédiée à l'export. Et aussi important de plus en plus, voilà, avec le Covid, on l'a vu, la visibilité sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, c'est important. C'est important, pareil, ça va être un des réflexes des entreprises, des interlocuteurs dans les pays nordiques, c'est d'aller voir le site internet, d'aller voir les réseaux pour aussi vérifier la visibilité de l'entreprise. Et ensuite, alors le slide suivant, les 10 règles d'or, très rapidement, et aussi, Alina, on peut passer sur le slide suivant, sur les 10 règles d'or. Voilà. On a fait une synthèse, les 10 règles d'or. Donc, être patient dans la négociation. On est sur un processus décisionnel dans les pays nordiques qui est souvent lent. Hein, on est dans le consensus nordique, donc la décision peut prendre beaucoup de temps. Donc, faut pas s'étonner des fois que les gens ne reviennent pas tout de suite vers vous. C'est pas un manque d'intérêt, c'est que ça prend du temps. Être ponctuel, on le dit souvent, mais c'est vrai, arriver en retard à un rendez-vous, voilà, c'est souvent mal vu. Être pragmatique, c'est des gens qui sont très pragmatiques, donc ils apprécient énormément le pragmatisme. Donc, en lien avec le ponctuel, ils aiment bien aussi les réunions courtes, aller droit au but. Donc, voilà, une réunion qui commence à 1h et qui est prévue pour se terminer à telle heure, se termine à l'heure prévue, quel que soit le contenu de la discussion. Ils sont assez stricts à ce niveau-là. Être réactif, alors ce qu'ils attendent aussi, voilà, c'est quand il y a besoin de répondre aux mails, si c'est urgent, ils attendent une réactivité, voilà, au niveau de leur fournisseur. Les délais de livraison aussi, si l'entreprise s'est engagée sur un délai de livraison, pour eux, voilà, c'est acté, et en tout cas de bien les prévenir s'il y a des problèmes. On a eu dans le cas du Covid, il y a eu des problèmes dans les chaînes de fournisseurs. Ils comprennent que le contexte actuel fait que les délais de livraison peuvent être rallongés, mais surtout bien les prévenir, bien être dans la transparence à ce niveau-là. Parler anglais, je ne vais pas y revenir, on a déjà parlé. Important, proposer des prix proches du niveau de marché. Ils ne sont pas dans la culture de marchander, et ce sont de très bons négociateurs. Donc, ils attendent d'avoir une première offre qui correspond au prix du marché. Être transparent, on revient sur ce qui a été dit derrière. Donc voilà, confiance, être transparent dans l'échange et dans l'établissement d'une bonne relation commerciale. Et aussi, donc voilà, développer et maintenir des relations d'affaires durables. Donc on est dans cette règle-là aussi, avec la transparence, d'atteindre cette relation dans la durée. Ce qui est souvent un problème aussi, voilà, c'est que quand ils ont une relation avec un fournisseur, ça peut prendre du temps pour rentrer sur le marché, parce qu'ils ont une relation durable avec un de leurs fournisseurs et ils ne veulent pas le remettre en cause comme ça. Donc, ils vont le remettre en cause dans la durée s'il y a des arguments contre eux. Voilà, sans plus, pareil, déborder, je passe la main à Joël Laïc pour rentrer dans le sectoriel. Oui, bonjour à tous. Merci pour votre écoute. Merci Vincent. Donc voilà, on partagera avec vous les slides. On a fait un premier résumé très visuel, très schématique pour vous parler un peu des secteurs, des filières sur lesquelles il se passe vraiment quelque chose. Et ça correspond aussi aux missions
qu'on organise au secteur sur lequel on est actif, où il y a des comptes, des grands comptes ou des moyens comptes scandinaves, nordiques, avec qui on a des relations étroites et avec lesquels on est en capacité de vous mettre en relation. Il n'y a peut-être rien qui vous surprenne beaucoup dans ces grandes familles de secteurs d'activité. Sur la partie art de vivre, sur la partie biens de consommation de manière générale, on va essayer, vous couvrez des secteurs très différents. Alors, on a à la fois besoin de rentrer dans le détail, mais on va quand même essayer de rester dans les généralités. S'agissant des biens de consommation, donc de l'art de vivre, de la déco, des cosmétiques, de l'agro, des vins et spiritueux, on est sur des consommateurs qui sont très matures. Donc, on retrouve ça dans les produits, dans les familles de produits qui ont du potentiel. Sur les filières industrielles, évidemment, tous les sujets de mobilité, de nouvelles mobilités, mobilité connectée, mobilité douce, les transports, évidemment. Il y a beaucoup de projets sur l'ensemble des marchés, à la fois de modernisation et d'ouverture de lignes. Évidemment, sur les énergies renouvelables, c'est la même chose avec l'éolien, l'hydrogène vert. Il y avait une mission, et je crois que l'un d'entre nous avait un représentant là en septembre. On a fait une mission sur l'hydrogène vert en septembre sur le Danemark et la Norvège. Voilà. Donc, Industrie 4.0, évidemment, comme un peu dans toute l'Europe, il y a à la fois des offreurs de solutions pour la modernisation des chaînes de production, la digitalisation, et puis aussi les entreprises industrielles de manière générale qui sont en train d'accompagner le mouvement pour moderniser leur outil de production. Et Smart Grid, c'est pareil. En agrotech, on a essayé, voilà, hein, c'est un peu schématique, on pourra rentrer un petit peu plus dans le détail ensuite. On retrouve les caractéristiques d'un consommateur de secteurs qui sont matures, qui sont avancés, qui demandent des produits diététiques, qui connaissent bien les produits. Évidemment, le bio, le Made in France est loin de suffire. On pourra y revenir. Équipement pour l'industrie aussi, en lien avec les sujets d'industrie 4.0, de productivité, et puis la food tech aussi, sur laquelle il y a des choses à faire sur les ingrédients et sur les produits finis. Et puis en tech, alors vous êtes moins nombreux sur ces filières-là, aujourd'hui en tout cas, mais beaucoup de choses à faire en matière de cybersécurité, de lutte contre la cybercriminalité, des grands acteurs bancaires, donc des choses à faire en fintech. Voilà. Et là, c'est pas très éloigné de ce qui se passe en France sur ces filières-là. Et bien sûr, un temps fort qui dépasse les sujets de la tech. Si vous avez des questions, on pourra en parler avec Vincent. Mais vraiment un temps fort, très fort en Europe, qui s'apparente quasiment au CES aux États-Unis. Mais voilà, le salon Slush en Finlande, sur lequel on est actif depuis presque une dizaine d'années, qui continue à se développer, voilà, sur lequel on a un pavillon, des conférences, et c'est vraiment un des temps forts de la tech en Europe. Voilà, et c'est bientôt. Donc, sur le secteur agro, alors, quelques généralités. On est sur un secteur qui est sur une filière en B2B, en B2C, qui est vraiment très dynamique, qui a beaucoup évolué depuis une dizaine d'années. On retrouve les caractéristiques des marchés qui sont matures, des consommateurs sophistiqués, qui sont curieux, qui sont ouverts, un marché qui bouge beaucoup, un secteur de la restauration qui a énormément évolué depuis 10 ans. Vous avez sans doute entendu parler, et ça a été une locomotive, vous avez sans doute entendu parler de ce mouvement qui a vraiment infusé dans l'ensemble des pays, dans l'ensemble de la zone scandinave / nordique, qu'on appelle la nouvelle cuisine nordique, avec une recherche de sens, d'authenticité, pour à la fois garder les codes de l'excellence de tous les chefs qui ont fait leur classe souvent en France, mais aussi de créer et de développer et de retrouver une identité forte, une authenticité dans la cuisine, avec vraiment toute une génération de nouveaux chefs qui sont allés chercher des recettes plus ancestrales, retravailler avec des ingrédients, des légumes, des fruits, des baies de la zone. Et c'est vraiment ça a été une lame de fond dans le secteur de la restauration.
avec beaucoup d'étoilés. Chaque année, il y en a des nouveaux. Des pays scandinaves qui sont toujours dans le top 2, 3, 5 sur le concours du Bocuse d'Or. Et donc, ça, c'est le secteur de la restauration, mais ça a vraiment créé une dynamique très forte dans la filière agro de manière générale, avec des consommateurs qui sortent beaucoup plus au resto depuis 5-10 ans que ça n'était le cas avant, et qui recherchent aussi des expériences nouvelles en matière de consommation sur les produits agro, sur les produits gourmets et sur les vins et spiritueux. Voilà. On peut passer au suivant. Alors, quelques tendances clés. Vous allez retrouver aussi des habitudes qu'on a en France, en Espagne, en Allemagne, mais on a vraiment un consommateur qui est très avancé. On a vraiment des foodies qui sont des chasseurs de tendances, des chasseurs de produits différenciants. Nous, ce qu'on dit aux entreprises qu'on accompagne dans la filière agro, c'est vraiment important d'arriver avec un produit différent. Comme je disais en ouverture, le bio, le Made in France, ça suffit plus du tout. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une histoire. Le consommateur nordique, scandinave, ce sont des foodies. Ils recherchent des étiquettes plus clean, plus propres qu'auparavant, moins d'additifs. Ils ont un style de vie, voilà, sur notre troisième tendance, convenience. Ils ont un style de vie moderne. Le midi, ils mangent vite, mais ils sont quand même à la recherche de repas rapides, mais qui sont sains. C'est peut-être par rapport à, on va dire, peut-être sur le marché britannique, où on est capable de manger devant son ordi avec un paquet de chips. Ici, on va peut-être manger devant son ordinateur en un quart d'heure, mais sans faire de compromis sur le goût et sur la qualité des produits. Voilà, be the change, un consommateur responsable qui donne du sens à ses habitudes alimentaires, manger mieux. Et puis, par rapport à une époque, on verra après sur la partie grande distribution, mais par rapport à une époque où on cherchait vraiment le prix, on n'est plus sur seulement, on est vraiment sur, on a évolué, on est passé de la recherche à tout prix sur un prix intéressant à vraiment un bon rapport qualité-prix et à du sens dans ce qu'on mange et dans ce qu'on achète. Voilà. Et puis on s'est recentré aussi sur des produits locaux. Le Made in Danemark, alors on l'a vu aussi en France avec des petites étiquettes et des drapeaux français qui fleurissent depuis 5-6 ans hein, sur beaucoup de nos produits, à la fois bien de conso, art de vivre, cosmétiques et agro, mais ici en Scandinavie, dans les pays nordiques, c'est encore plus marqué. Vraiment le Made in Sweden, Made in Danemark est vraiment très, très présent partout. Voilà. Et bien sûr, bon, je passe vite sur le 7, sur le 8. Ça aussi, c'est une tendance, mais qui est très marquée ici, sans lactose, sans gluten, sans sucre, même hors périmètre énergie ou allergie. Il y a une recherche et une ouverture sur des produits sans, comme on dit. Voilà. Donc les segments clés, on en a un petit peu parlé. Voilà, les segments clés qui sont ouverts et qu'on peut travailler sur l'offre française sur notre zone. Tout ce qui est convenience avec des éléments différenciants sur les habitudes de consommation, sur le packaging, sur les ingrédients. Les Nordiques qui sont ouverts, il faut les convaincre. Il faut les convaincre, ils sont très sollicités. Il y a vraiment une offre pléthorique de nouveautés, de produits gourmets qui viennent de partout en Europe, mais la France, bien sûr, a une belle image. Ils sont ouverts, mais il faut les convaincre, il faut leur raconter une histoire. Pour le bio, c'est pareil. Ils sont sensibles aux sujets liés au bien-être animal. Voilà, produits sans, produits sains, super food, super ingrédients. Et puis, un petit peu comme c'est le cas en France, mais moi j'ai le sentiment que c'est plus marqué ici sur la zone. Il y a une révolution dans la grande distribution, avec une grande distribution qui garde un rôle prépondérant sur l'achat bien sûr de l'agroalimentaire, mais aussi des vins et spiritueux, et une grande distribution et des MDD qui se sont beaucoup remis en question, qui ont beaucoup évolué, qui proposent des niveaux de gamme très différents. Les grandes enseignes et les grands groupes de la distribution en grande surface, en supermarché, c'est beaucoup remis en question et proposent des niveaux de gamme à la fois sur les enseignes et sur la MDD. Une MDD bio aussi qui est très puissante ici et qui truste le marché.
Voilà, vraiment du premier prix au médium, voire parfois sur des gammes en MDD bio plutôt quasi haut de gamme. Voilà. Bon, on vous a fait une slide, je passe rapidement, mais on ne pouvait pas ne pas parler du cidre avec la Team France Export Normandie. Ça reste un marché de niche, mais il se passe des choses ici. Sur le marché du cidre. Bien sûr, ça reste des petits marchés, mais il y a par exemple un festival ici au Danemark. Il y a quelques concept stores, concept bars et restaurants autour du cidre. Alors, depuis les cidres plus anglo-saxons, plus nordiques, type ceux que sur le secteur canine notamment, par exemple Carlsberg depuis des années, jusqu'à nos cidres très artisanaux, troubles, parfois plus doux, parfois plus doux ou parfois plus bruts. On retrouve un peu tous ces produits-là. Voilà. Ça reste un produit de niche, mais il y a du potentiel sur ce marché. Donc, on voulait vous mettre quelques éléments que vous pourrez consulter plus en détail pour les acteurs dans le secteur qui sont avec nous aujourd'hui. Les réseaux de distribution, donc une grande distribution très puissante qui truste les achats agroalimentaires, y compris dans les vins et spiritueux, même s'il y a tout un réseau de cavistes et d'épiceries fines qui font aussi partie des potentiels et qu'on présente aux entreprises qu'on accompagne. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail par pays sur les grands réseaux de distribution, mais voilà, c'est assez proche. C'est assez proche de ce qui se passe en France, voilà, des grandes centrales d'achat, des acheteurs, un réseau d'importateurs qui travaillent aussi avec la grande distribution. Peut-être, si on zoome un petit peu, il y a vraiment un réseau très fort dans les centres-villes. Il y a peut-être moins d'habitude dans les hypermarchés. On fait beaucoup ces courses dans des supermarchés de différentes tailles en centre-ville. Et on retrouve vraiment tous les niveaux de gamme, depuis Aldi qui rame parfois un petit peu, qui a eu un petit peu de mal à se renouveler, jusqu'à sur le discount Lidl comme en France, qui depuis quelques années qui se développe très bien, qui prend beaucoup de parts de marché. S'agissant du marché danois, on va jusqu'à des supermarchés qui sont vraiment quasiment de l'épicerie fine, comme Irma, par exemple, qui est chez Coop. Voilà, vraiment tout le spectre de la distribution, depuis des petites surfaces en centre-ville jusqu'à des grands supermarchés et qui couvrent tout le spectre des niveaux de gamme. Voilà. Bon. Je surveille le timing, il ne reste plus beaucoup de temps, je fais rapidement. Donc, ce qu'on retrouve sur l'agro et sur le comportement du consommateur, on va le retrouver aussi dans la déco, dans les cosmétiques, dans l'habillement, avec peut-être si on trace quelques grandes lignes un peu caricaturales, le prix et la qualité. On a, que ce soit en matière de cosmétiques, d'habillement, de décoration. Alors, je vais laisser la décoration de côté, mais en matière de cosmétiques et d'habillement, on est sur des produits vraiment on recherche toujours le bon coup sur le prix, mais on recherche des produits de super qualité, peut-être plus sobres dans les cosmétiques, des odeurs moins marquées, en mode peut-être des choses moins extravagantes. Voilà, une sobriété et une grande qualité. Évidemment, la Scandinavie, c'est le monde du design par excellence, une appétence pour le design, pour la sophistication. Mais dans un intérieur, on va retrouver des pièces quasiment uniques, très pointues, par un éditeur de meubles, mais aussi, si la pièce est belle, il n'y a pas de souci. Évidemment, on retrouve de Ikea, le grand écart. On peut faire le grand écart, même chez des consommateurs très, très aguerris, entre un meuble d'un éditeur hyper pointu, mais aussi une jolie pièce trouvée chez Ikea ou une pièce chez un antiquaire.
Voilà. Donc, le consommateur nordique en bien de conso, il est sportif, il est actif, il va à son travail à vélo, il court. Il y a beaucoup de sport, peut-être plus que nous en France. Les enfants ont beaucoup de sport, plusieurs fois par semaine. C'est vraiment, ça irrigue l'ensemble de la société, quel que soit l'âge. Vincent l'a dit, on est sur des consommateurs qui ont un niveau de vie assez élevé, parmi les plus élevés d'Europe. Ils sont toujours à la recherche, c'est le paradoxe du consommateur nordique et scandinave. Il a un pouvoir d'achat élevé, mais il recherche aussi toujours les bons coups en matière de prix. Voilà. Il dépense, il achète, il y a beaucoup de promotions, de soldes un peu toute l'année. Il est à la recherche des dernières tendances et il est très informé. Vraiment, quelles que soient les générations, le consommateur nordique est au fait des dernières tendances et des dernières modes. Voilà. Je ne fais pas de focus sur les e-commerce, mais bien sûr, comme pour nous, il y a eu un très très fort essor. Alors on revient un peu sur les niveaux de croissance de 2019, mais il y a eu un très fort essor, que ce soit en habillement et en agro sur le e-commerce avec l'émergence d'enseignes qui se sont développées. Voilà. Vincent, moi je peux continuer, mais peut-être si tu veux que je te laisse un peu la parole sur les filières industrielles. Sur la santé, il y a des très grands noms ici. Il y a des très grands laboratoires, que ce soit en medtech, en biotech et en dispositifs médicaux. Il y a toute une zone, si on fait juste un focus sur Suède, Danemark, il y a toute une zone sur le sud de la Suède et sur le Danemark, très dynamique, avec des pôles de compétitivité, peut-être un mot là-dessus, qui sont moins morcelés qu'en France, des fédérations, des associations professionnelles. On a vraiment une filière santé qui est très dynamique, avec des très grands noms. Beaucoup d'investissements dans les hôpitaux, encore des constructions de CHU, de réseaux. Une médecine qui est beaucoup plus connectée, aussi à la faveur du Covid, mais les Nordiques ont été plus en avance que nous sur les consultations à distance, sur la télémédecine. Ils ont une gestion intégrée vraiment au niveau public. La gestion de l'administration est très digitalisée, bien avant nous. Alors nous, il y a eu la lame de fond Doctolib avec le Covid. Les Scandinaves ont une gestion de leurs rendez-vous et de leur suivi de leurs dossiers. C'est lié aussi à des problématiques e-government. La vie, le citoyen est beaucoup plus connecté dans sa vie publique. Voilà. Je referme la parenthèse je referme le zoom sur les biens de conso, l'agro, la santé et le consommateur. Je te laisse la parole, Vincent. Merci beaucoup, Joël. Juste, alors, moi, je vais faire un périmètre surtout sur l'industrie, parce que j'ai vu que dans les entreprises inscrites, on est surtout sur de l'industrie mécanique. Par contre, je vais essayer d'être assez rapide aussi pour laisser le temps à Lania de présenter la mission, et aussi pour vous laisser le temps de poser des questions, sachant qu'on est à votre disposition, bien sûr, pour y répondre aussi dans un deuxième temps des questions que vous posez en fonction de votre offre. À noter donc pour l'industrie, dans les pays nordiques, on est encore sur une zone fortement industrialisée. Je l'ai mentionné en ouverture, on a des gros acteurs. La tendance, elle est un peu partout la même, mais elle est déjà bien avancée dans les pays nordiques. Les grands groupes locaux veulent maintenir les sites de production ou rapatrier des nouveaux sites de production sur place, tout en réduisant l'empreinte écologique. Donc, toute solution qui répond à ce besoin-là est la bienvenue, et améliorer la productivité, la compétitivité des sites. On a un coût du travail qui est important, donc toute solution qui permet d'automatiser. On a un taux de robotisation qui est parmi les plus élevés du monde, mais pas les plus élevés. Il y a encore des marges de progression et les acteurs locaux sont en recherche de ces solutions. On peut passer directement peut-être sur le slide suivant, donc sur l'industrie mécanique en Suède. Là, on est sur le pays d'ancrage par excellence de l'industrie mécanique, avec un chiffre d'affaires annuel de 78 milliards d'euros, 290 000 employés. Des gros acteurs que vous connaissez, Volvo, Scania et d'autres qui sont derrière, donc Autoliv, qui est un équipementier dans l'industrie automobile. Le secteur automobile est en pleine restructuration partout. Par contre, il y a toute une poussée sur tout ce qui est électromobilité. Volvo a été le premier constructeur, si je me trompe, au monde à annoncer à passer en 100% électrique, en tout cas dans sa stratégie. Scania aussi sur les poids lourds
les bus aussi électriques. Ils sont en train de développer vraiment toute cette offre. Donc, ça implique des nouvelles opportunités aussi pour toutes les productions, les nouveaux sites de production de batteries. On a Northvolt qui est présent, qui ouvre des nouveaux sites de batteries. Donc, toute la construction des nouvelles chaînes de production représente un intérêt pour l'offre française. L'ouverture aux sous-traitants étrangers, on peut, voilà. Non, juste pour très rapidement, on a une forte émergence des pays asiatiques et d'Europe de l'Est. Mais voilà, juste pour donner en Suède, 50% des achats se font en Suède et 50% à l'étranger. Donc, dans les chaînes de valeur aussi, il y a une répartition. Fortement concentré, beaucoup de grands acteurs, mais aussi beaucoup de petites structures. Et c'est là aussi, il y a des opportunités réelles. On a beaucoup de PME, d'ETI, qui sont sur des composants à forte valeur ajoutée et où l'offre française est pertinente pour eux. On peut passer, voilà, slide suivant, je vais essayer d'être très rapide. À noter, alors sur ce point-là, voilà, on vous les enverra, vous pouvez regarder, mais la notion aussi de distributeur spécialisé, donc c'est important aussi pour rentrer sur le marché de l'industrie mécanique. On a voilà, des distributeurs spécialisés qui permettent de travailler avec les acteurs que sont Ericsson, ABB. Donc, ce n'est pas forcément en direct, il faut passer par des distributeurs spécialisés. Voilà, on peut passer peut-être rapidement, juste une ouverture sur le deuxième marché en termes d'industrie mécanique en Finlande. Donc, on est à 82 milliards d'euros, pareil, 300 000 personnes. Donc, on a encore beaucoup d'employés. Mais ce que je voulais faire ressortir sur ce slide, en fait, mais je pense que ça reflète pas mal la situation, c'est le niveau des nouvelles commandes, en fait, où vous voyez, en fait, la chute en 2020 post-Covid, la très forte reprise fin 2020. Et puis après, ça a encore rebaissé et ça reprend en fait. Donc, on est sur un marché assez instable à différents niveaux, mais on est en train de retrouver des niveaux assez élevés après la forte chute qui, en Finlande en tout cas, se rapprochait de la chute aussi connue en 2008 pendant la crise financière. Voilà. Et en Finlande, on a des acteurs, voilà, alors on est plus sur l'industrie forestière et papetière, des Valmet, des ponts de C, l'industrie de levage et l'industrie minière. Les principaux salons, très rapidement, juste pour vous dire aussi que les principaux salons reprennent en physique. On a eu le premier en Finlande en 2021 qui a repris en physique. Et c'est vraiment des lieux de rencontre de tout ce qui est l'industrie mécanique. Voilà, peut-être après, rapidement, si, je ne sais pas si le slide d'après, c'est Alina. Voilà, je laisse la parole à Alina et puis après, on peut répondre à vos questions directement pour avoir encore ces quelques minutes d'échange. Merci. Oui, merci à tous. Donc, je vais vous présenter maintenant notre mission de prospection sur cette zone que nous prévoyons en mai 2022. Pour un petit rappel, la Team France Export, on propose tous les ans un programme d'action collective, c'est-à-dire des déplacements physiques en délégation. En 2020, en raison que vous connaissez, il n'y avait pas de vraiment déplacement physique, mais on a réussi d'avoir quand même quelques missions collectives en digital. Donc, voici un programme en fait qui commence aujourd'hui avec webinaire présentation de marché de pays nordiques. Donc, dans un premier temps, nous vous invitons au travers de conseillers référents d'étudier la faisabilité d'une participation à cette mission. Donc, ça commence avec le point conseil avec Bureau Business France local. Et donc, en fait, vraiment dans le but d'avoir le premier échange en visio et pour regarder au cas par cas les intérêts, les opportunités pour vraiment votre entreprise. Donc, je vous rappelle que la mission prospection se déroule individuellement, mais dans un cadre collectif. Donc, à la suite de ce point conseil, il y a l'inscription. Date limite d'inscription, on a mis janvier 2021, sachant que en général, en fait, pour suivre le plan de charge de Business France, on conseille toujours en fait inscrire un petit peu plus au plus vite en fait vous vous inscrivez en fait pour cette mission, plus de temps en fait vous avez pour étudier tous les opportunités et les intérêts. Donc voilà. Et après, donc à la suite de l'inscription, les équipes de Team France Export vous proposent une étape de cadrage et préparation, messieurs.
Donc, en fait, c'est vraiment ciblage nous, on a mis de février à mars 2022. Donc, c'est pour préparer vraiment un programme de rendez-vous ciblé en fonction de vos besoins, établir aussi, en fait, le plan d'action. Et à la suite, donc vraiment, étape 2, c'est déplacement collectif et programme de rendez-vous sur place, B2B, qui sera de 2 au 6 mai 2022. Donc, pendant le déplacement physique, nous organisons aussi un dîner networking afin de rencontrer la communauté d'affaires sur place et de faire surtout du réseau. Étape numéro 3, c'est débriefing à la suite de cette mission avec votre conseiller et les conseillers de Business France. Donc, accompagnement de Team France Export. Donc, en amont de la mission, c'est, comme je dis, c'est validation du potentiel marché. C'est vraiment suivi individualisé par votre conseiller et appui à l'organisation logistique sur place. Donc, sur place, vous avez en fait cadrage, vous avez en fait vraiment le rencontre de prospects ciblés, vraiment qui correspond en fait à vos attentes et votre ciblage. Et le dîner networking que j'ai déjà présenté. Ce qui concerne le budget d'une telle mission, donc la réalisation du programme de rendez-vous pour un pays. Donc en fait, pour cette mission, on a choisi en fait comme le pays d'ancrage, c'est la Suède. Donc en fait, voilà, un pays, c'est validation du potentiel marché, préparation de la mission et programme de rendez-vous. Donc ça s'élève à 3 650 € hors taxe. Pour 2 pays, donc la Suède plus un pays de zone nordique, vous avez un budget de 6 250 €. Et pour 3 pays, vous êtes à 8 850 € hors taxe. Une petite précision pour l'extension de Norvège, il y a un supplément de 300 € au tarif annoncé hors taxe. Juste à noter aussi que ces tarifs ne prennent pas en compte les frais logistiques. Voilà. Ce qui concerne les avantages financiers, donc en fait, sous réserve d'éligibilité, votre entreprise, vous pouvez bénéficier de soutien financier sur ces prestations. Donc au niveau régional, vous pouvez opter pour dispositif impulsion export, donc les subventions à hauteur maximum de 50% de dépenses, donc les dépenses de prestations et aussi le frais logistique. Ce qui concerne au niveau régional, vous pouvez opter pour le chèque relance export qui était prolongé en fait pour 2022 et c'est le chèque à hauteur de 50% de dépenses et il est plafonné à 2 000 €. Donc, il concerne uniquement la prestation. Ainsi que vous avez une assurance prospection qui peut financer jusqu'à 65% de votre budget. Voilà. Donc, tous les événements de l'export pour la région Normandie, vous pouvez retrouver sur notre plateforme. Donc, vous avez un lien et en fait, il y a toute information concernant, ainsi que pour vous inscrire, vous pouvez aussi utiliser ce lien. Donc, on reste à votre disposition, moi-même ainsi que vos conseillers internationaux référents. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, je pense qu'en fait, on a bien suivi le timing. Voilà, si vous avez des questions, on peut peut-être enchaîner en fait sur les questions. Hop. Oui. Vincent, Joël? Non, à je pense votre que c'est... disposition maintenant et plus tard. Oui. Voilà. Donc,
fait, s'il n'y a pas de questions, de toute façon, moi, je vous envoie cette présentation, ainsi que vous allez retrouver le replay de ce webinaire. Donc voilà, je vous remercie tous pour votre participation et à votre disposition. Merci à tous. Merci. Merci pour cette présentation. Merci beaucoup. Merci. Et merci à nouveau à Maître Zander pour sa disponibilité dans une période moins facile. Merci. Bah, et n'hésitez pas en tout cas à nous contacter si vous avez des questions précises. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.